Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec un animateur sans pesticides, Cédric Simonin. Ça se voit à ma coupe de cheveux. Voilà. C'est ça. Ah, c'est... Ah mais moi je bois de l'eau du robinet depuis que je suis tout petit et je comprends pas, ça me fait rien. Alors j'ai envie de vous poser la question, cette coupe, c'est un effet de mode ou une véritable révolution? On va dire, la question c'est est-ce que c'est choisi ou subi? Disons que c'est subi. Et assumé. Bon, en tout cas, vous êtes plutôt biosourcé comme garçon. Il paraît. On ne sait pas ce que vous utilisez comme shampoing ni comme matériel. SL de L'Oréal. Trêve de conneries. Nous allons parler aujourd'hui des matériaux biosourcés. Effet de mode ou véritable révolution. Et on a invité pour cela Gilles Garnier. Bonjour. Bonjour messieurs. Vous êtes associé chez Ilios Ingénierie. En deux mots, c'est quoi? Ilios Ingénierie, donc c'est un bureau d'études bâtiments qui travaille sur des domaines assez larges, pratiquement holistiques, dans le domaine de la technique du bâtiment, donc pour des projets de construction, rénovation, amélioration, et qui représente 11 personnes, femmes et hommes, les femmes ayant des sensibilités différentes de nous, pauvres hommes, et qui sont des gens passionnés, qui travaillent beaucoup dans l'ombre, qui passent beaucoup d'heures pour répondre à la trilogie coût construction, confort de l'usager et qualité de la construction, qui est un vrai sujet de nos jours. Ouais, ce sont des sujets qui passionnent Cédric depuis que vous avez commencé dans ce métier d'ailleurs. Depuis que je suis né. Depuis tout petit. Voilà. On y va? On y va. Allez. Oui, les matériaux biosourcés, donc c'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat sur la construction durable. Alors est-ce que c'est un effet de mode ou une véritable révolution? Tout le monde en parle, personne n'y comprend rien. Donc on s'est dit qu'on allait quand même traiter le sujet une fois de temps en temps. C'est le moment. Alors en fait, un matériau biosourcé, c'est quoi exactement? Alors dans le bâtiment, et pour simplifier les choses, parce que tout est compliqué dans ce bas monde, c'est un matériau qui est d'origine végétale, donc de l'herbe, de la paille, de la ouate, du coton, du bois, du riz, de la rafle de maïs. Donc c'est un spectre très large, ça nous entoure tous les jours. Un compost, quoi. Voilà, avant un compost. Avant un compost. Le compost étant une résultante possible. Et c'est en fait un monde que nous connaissions et avec qui nous travaillons et nous habitions tous les jours avant la période des temps modernes, et où le béton, l'acier, l'enrobé, le bitume sont venus un peu balayer notre savoir-faire, que ce soit dans le monde automobile. Matisse, Bugatti faisaient des voitures avec des châssis en bois. Les frères Wright avaient des avions avec des châssis en bois et ils arrivaient à faire des choses costaudes, puissantes. Et les temps modernes nous ont fait oublier tout ce monde-là. Et donc, sur cette nouvelle mode, puisqu'effectivement, je confirme, c'est une mode, se travaillant moi-même depuis les années 80, on succède les modes dans notre monde du bâtiment. Ben, cette nouvelle mode nous rappelle un peu le passé, nous fait reposer des questions et va peut-être nous faire rentrer le soldat dans le rang sur ce sujet-là. Ce soldat qu'on avait oublié avec tous ses apports et toutes ses qualités. Ah, c'était peut-être pas mieux avant, mais c'était pas mal avant. C'était pas mal avant. Ouais, et on réfléchissait beaucoup. Voilà. Il y avait ce qu'on appelait le bon sens paysan. Exactement. Est-ce qu'on peut rappeler les caractéristiques principales des matériaux biosourcés et puis qu'est-ce qui les distingue des matériaux classiques? Alors les matériaux biosourcés, par nature, venant du végétal, ils sont liés au phénomène de photosynthèse. Donc ce sont des absorbeurs, des stockeurs, utilisons plutôt un mot un peu technicien, des stockeurs de carbone. Le carbone, c'est notre ennemi, même si le mot carbone est un vaste mot qui pourrait être traité pendant un quart d'heure, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est un stockeur de carbone qu'on peut utiliser sous différents usages, de l'isolation, de la structure, des habillages, un meuble d'accueil dans un hôtel ou autre. Et c'est un matériau qui a une deuxième particularité, c'est qu'étant végétal, il est putrescible. C'est-à-dire, on ne va pas décider comme le béton de le mettre dans la terre, dans le sol. Et donc, il y a une règle de conduite pour utiliser durablement ce matériau biosourcé, quel qu'il soit. Et ce matériau biosourcé a un troisième critère important, c'est un matériau vivant, comme notre corps, c'est-à-dire en fonction des variations hygrométriques, d'ensoleillement, de température, dans la façon dont on fait travailler le bois dans le sens de la fibre, on a un comportement qui est variable sur les 12 mois de l'année. Donc, on doit avoir une intelligence de cohabiter avec la nature, de l'accepter et d'anticiper les réactions et les comportements de cette nature. Alors, on en parle depuis des années dans le secteur du bâtiment. Est-ce qu'on assiste à un simple phénomène de mode ou est-ce que c'est une véritable lame de fond qui redessine les pratiques du bâtiment? Alors, je vais avoir un témoignage personnel sur le sujet. Que je disais, depuis les années 82, je travaille. J'ai vu des modes divers et variés. Les plus récentes, le BIM. Plus anciennes, les EDI, les éditions de documents informatiques. C'était les ancêtres de BIM et de l'informatique.
la mode a toujours du mauvais dans un premier temps, parce qu'elle, comme je le disais, elle place le Stolda au premier rang. On l'avait oublié. On le subventionne, on le met un peu à toutes les sauces. Il y a tous les grigous avec intérêts commerciaux qui viennent sur le sujet. Et puis, heureusement, cette mode tombe, effacée par une prochaine. Le réemploi des matériaux, pour ne pas le citer, actuellement dans notre monde. Et après cette mode qui est passée, il y a un moment d'intelligence. Et en général, c'est là que des gens comme nous se positionnent pour faire un état de nos expériences, nos expérimentations, des réalisations que nous avons faites grâce aux subventions, pour en tirer les bonnes et les mauvaises leçons. Nous ne communiquons pas assez sur les erreurs et les mauvaises leçons dans notre métier, un amour-propre un peu mal placé. Et donc, avec ce bilan, on remet le soldat dans les rangs, on replace les matériaux biosourcés, et on est en train de le faire, dans un acte de conception en mariage avec les autres matériaux et en toute antinomie par rapport à un dogmatisme quelconque. Ce qu'on appelle le mix matériaux. Voilà, le mix matériaux. La crise immobilière que nous subissons depuis 2 ans et demi nous a forcé à nous repositionner là-dessus, puisque le bois a quand même un surcoût, on en parlera dans un moment. Donc on est dans un mix matériaux, dans un mariage de raisons, et il ne faut plus l'oublier. La leçon a été donnée par ces effets de mode, par ces actions de subvention, et maintenant il faut le placer en acte normal de réflexion et de positionnement. Donc là, si on peut se focaliser maintenant sur les atouts de ces matériaux biosourcés, quels sont les avantages techniques et environnementaux de ces matériaux? Alors, qui dit végétal dit quand on est puriste. Je ferai une digression dans un moment sur les adjuvants qu'on peut apporter dans ces matériaux, parce qu'il y a des règles, il y a des normes, il y a des réglementations, pour ne pas citer la sécurité incendie. Quand on place ce matériau dans une approche honnête, transparente, il y a tout d'abord l'approche carbone, comme je l'ai dit. Il y a l'approche qualité de l'air, qualité de l'habitat. Donc, avec une intelligence apportée, évidemment, c'est que ces matériaux doivent être mis, si on vise cet objectif, en contact avec l'ambiance intérieure des bâtiments. Faire une isolation extérieure devant une autoroute en mettant de la laine de bois derrière l'enduit, il n'y a pas grand sens. Si ce n'est de faire baisser le taux carbone arithmétiquement du bâtiment, c'est beaucoup moins noble. Et donc, l'approche est liée à la qualité de l'habitat. Au même titre que les champs électromagnétiques ou les champs électriques, c'est une approche qui ne se quantifie pas, qui se vit, qui se sent quand on a des enfants en bas âge qui sont en asthme juvénile, par exemple, parce que ces matériaux biosourcés correctement conçus et bien honnêtement vendus dégazent moins que des polystyrènes ou des adjuvants dans de la laine de verre ou de la laine de roche. Donc il y a déjà ce premier aspect, donc piégeage carbone et la qualité au niveau de la qualité de l'ambiance intérieure, puisqu'on s'aperçoit, et ça c'est pas nouveau, avec l'aide de l'ASPA sur Strasbourg, que l'ambiance, la qualité de l'air intérieur des logements est souvent pire en ville qu'en extérieur dans le cycle urbain. Oui, on dit que les logements sont 5 fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au moins 5 fois plus pollués. Et on a fait quelques émissions là-dessus. 5 à 10 fois. Ouais. On a fait une émission avec le professeur Deblay, effectivement. Ouais. Alors, puisqu'aucune solution n'est parfaite, quels sont les inconvénients et les freins à leur déploiement ? Alors, qui dit nouvel arrivant, qui dit fabricant avec un process et un investissement, et qui dit faible quantité à écouler, dit surcoût. Donc, je vais m'hasarder à vous donner des ordres d'idées de surcoût. Il faut préciser que ce sont des surcoûts matériaux. Donc, il ne faut pas augmenter de X% le fourni posé, comme on dit dans notre métier. C'est le surcoût matériaux. Donc, quand vous avez 10 cm d'épaisseur de laine de bois qui valent 14 € au mètre carré, ben, vous serez à 14 € au mètre carré. Oui, en polystyrène ou en laine de verre, vous êtes à 10, 12. Donc, vous êtes à un effort absolu de 2 à 3 € au mètre carré, la main-d'œuvre étant pratiquement équivalente si la personne est experte. Donc, on a un problème de surcoût. On a un problème, comme je disais tout à l'heure, de putrescibilité. Il ne faut pas mettre le matériau biosourcé comme on veut, où on veut, n'importe où, n'importe quand. Donc, il y a besoin d'avoir du conseil, de l'expertise. Il y a des hauteurs d'éloignement par rapport au spritz de la pluie qui tombe sur le sol par rapport à une isolation de façade. Dans les salles de bain, il y a aussi des enjeux avec les matériaux biosourcés. Dans la cuisine, avec les projections d'eau autour de l'évier. Donc, il y a une vigilance à avoir de ne pas mettre n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. Donc, c'est le bon produit au bon endroit avec la bonne personne qui fait la pose. Donc maintenant, je suis un auditeur, je suis dans ma voiture, là, je suis en train d'écouter le podcast de Igloo, je vous écoute attentivement, et je m'étais dit, si je fais de la rénovation ou si je veux construire un logement neuf, notamment une maison, parce que là, j'ai la main sur les prestations que je veux y mettre, j'aimerais bien que ma maison ait plein
beaucoup de matériaux biosourcés. Quels conseils vous pourrez leur donner très concrètement s'ils veulent intégrer ce genre de matériaux chez eux? Déjà, il faut bien exprimer dans sa tête ses besoins, hein, en tant qu'utilisateur, en tant que, j'aime pas ce mot, mais consommateur du logement, avec ses enfants, son conjoint, ses grands-parents, ses parents, en fonction de leur sensibilité au niveau de la santé, déjà. Ensuite, les enfants sont assez actifs, turbulents, les doigts, la confiture, sur les peintures, les murs. Donc il y a des choses aussi, on a des matériaux biosourcés qui sont sensibles. Donc il y a certains matériaux biosourcés qui, au niveau de l'agressivité humaine, sont à placer en zone non accessible. Donc il y a des choses comme ça. Donc il faut faire un bilan déjà personnel. Qu'est-ce que je veux, sans parler argent au début, sinon c'est trop frustrant et c'est trop réducteur. Et une fois qu'on a fait ce bilan, santé, durabilité, esthétique, odorat, puisque le bois a une odeur, hein, on a oublié les odeurs des feuillus dans nos logements, on n'est que résineux encore à ce jour et c'est très malheureux. Une fois qu'on a fait cet état des lieux familial, il faut se rapprocher d'un professionnel expert de ce domaine, pas seulement du bâtiment, mais de ce domaine. Alors ça peut être des bureaux d'études comme nous, ce n'est qu'une frange de cette compétence-là. Ça peut être des entreprises qui sont spécialisées dans ces poses-là, hein, sur les secteurs Haguenau, Strasbourg, Mulhouse, il y en a beaucoup. Parce qu'on a la chance d'avoir une population et des acheteurs de logements hypersensibles sur ce sujet par imprégnation allemande et scandinave. Et ce sont les spécialistes au sein des vendeurs de matériaux, tout simplement. C'est une logique, tout ça. Et il faut très souvent identifier ces gens, non pas par le paraître ou par le dire ou par le site internet, mais par le bouche à oreille. On est dans un monde débutant, dans un secteur qui s'initie, et donc il y a un réseau de personnes compétentes, sensibles sur le sujet, qui échangent, et donc il faut essayer de rentrer au travers d'une personne dans ce réseau pour identifier les bons conseils. Vous avez parlé du prix, oui. Très rapidement. Les matériaux biosourcés sont systématiquement plus chers? Très généralement, oui. Les vrais matériaux biosourcés, parce que j'ai fait une allusion tout à l'heure et je voulais en parler, les matériaux biosourcés sont pour certains, malheureusement, très adjuvantés pour des questions d'incendie, par des réglementations dans certains types de bâtiments, pour des exigences acoustiques, pour éviter des tassements de matériaux dans le temps, ce qui est pourtant inhérent aux matériaux. Donc les matériaux biosourcés véritablement purs, entre guillemets, hein, je simplifie volontairement et je dois faire réagir certains auditeurs, mais les matériaux purs, effectivement, sont très positifs sur le sujet. Pour donner une idée, parce que vous avez cité quelques exemples au début, mais qui sont assez exotiques, hein, des murs en paille, etc. Oui. Quels sont les matériaux biosourcés qui sont les plus communément utilisés de nos jours dans les constructions ou la rénovation? Les matériaux biosourcés, c'est alors du bois massif, les poutres, les solives, les charpentes. Alors ça, c'est vieux comme le monde, on les regarde même plus. Ce sont des panneaux reconstitués, hein, ce qu'on appelle les agglomérés, les contreplaqués. Il y a des termes beaucoup plus exotiques avec des acronymes anglais qui nous envahissent. Et il y a aussi également ce qu'on appelle les matelas isolants, hein, la laine de chanvre, la laine de bois. Et des choses comme ça. Il y a la ouate de cellulose, qui sont également des isolants que là on injecte par pulvérisation. Et nous avons une toute nouvelle génération de produits qui arrivent, puisque dans cette après-mode, comme je disais tout à l'heure, on a les matériaux biosourcés qui viennent alléger la carence sur le géosourcé. Et là, on est depuis 2 ans, et on a la chance dans le Grand Est d'avoir 2 fabricants sur le sujet. On est en train d'utiliser couramment des bétons à base de granulats de bois pour éviter d'épuiser nos gravières alsaciennes ou nos carrières de pierre vosgiennes, Saint-Nabord et équivalents. Et donc, on a des gens qui ont l'intelligence, et le cerveau existe en France, de créer des bétons à base de granulats de bois, qui sont des bétons durables, non putrescibles, acoustiques, résistants au feu, et qui utilisent, plutôt que de la pierre, un granulat de bois, qui sont en fait des déchets de bois de trituration. Donc il y a une valorisation au niveau de la filière hyper importante et sans déprécier les oligo-éléments des terrains boisés. Et donc on est dans des idées très ciblées, très intelligentes, et où nous, qui sommes tous les jours contraints sur le volet économique, nous y trouvons notre réalité et notre logique. C'est ce qu'on retrouve quand on disait les mix matériaux, hein, béton de bois, béton de chanvre, béton avec de l'argile aussi. Voilà. On avait reçu Laurent Fer de Fer Group, qui développe aussi cela, enfin parmi d'autres. Avec Aquaterra, oui, exactement. Il le développe. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quel regard on peut porter sur les matériaux biosourcés aujourd'hui? On sait que
quand on entend le discours d'un élu, je vais presque dire, entre l'économie circulaire et le matériau biosourcé, il n'a que ça à la bouche. On connaît maintenant les contraintes, alors on les connaissait, les contraintes financières, dans un contexte un peu difficile. Quel regard on peut porter? Si on avait un message alors à donner déjà, un, aux élus, deux, aux auditeurs, quel message vous souhaiteriez porter? Donc déjà, sortir de l'effet de mode, parce que c'est un peu une insulte aux matériaux biosourcés, quelque part, par rapport à notre passé, nos ancêtres. Et replacer le matériau biosourcé sans le subventionner dans un acte de conception et faire en sorte que nos jeunes ingénieurs techniciens, qui sont quand même un peu les impulseurs de demain, et les anciens aussi, intègrent mieux ce matériau dans l'acte de conception au sein des autres. Et au niveau des élus, évidemment, être sensible à ces conceptions. Surtout ne pas tomber dans le piège du dogmatisme avec les belles perspectives, les belles images où on met du joli bois sur les façades qui, au bout de 3 ans, est terni, délavé parce qu'il n'est pas positionné au bon endroit, ou on n'a pas la bonne essence de bois au bon endroit. Donc rester très efficient et lucide et d'être questionneur. C'est-à-dire que les élus doivent être questionneurs, tout comme les clients, pour faire évoluer tout ce monde de cette filière bois et des concepteurs du bâtiment que nous sommes. Très important. Eh bien, merci à vous deux, c'était passionnant. Les matériaux biosourcés, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, forcément, un jour ou l'autre. Dans Igloo, le Mac de l'habitat, sur topmusic.fr, sur les plateformes de podcast, sur le site internet igloonair.com et sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux. Merci, monsieur. À bientôt. Merci, messieurs. Cédric, au revoir.